Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max. et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Bond, James Bond. Et ouais. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple au singulier, comme le nom du podcast, ou par email sur tranchedecouple@gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Cela nous permettra de continuer à augmenter un peu notre visibilité et la visibilité de notre petit protégé tranche de couple, et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche d'actualité et de nos vies tous les 15 jours. Et alors aujourd'hui, on vous gâte de 2 sujets un peu techniques, histoire de voir si vous suivez. Et évidemment, il y aura une interrogation écrite un peu plus tard, la prochaine fois qu'on vous croise. Et avec un fort mauvais jeu de mots, j'en suis conscient, c'est moi qui ouvre les hostilités, n'est-ce pas ? En revenant aujourd'hui sur un grand débat de cette semaine, lancé bien malgré lui, ou pas d'ailleurs, par le président Macron. Celles et ceux qui suivent un peu l'actualité auront noté qu'il a parlé au cours d'une émission le mercredi 12 octobre sur France 2 de la réponse de la France en cas d'attaque nucléaire sur l'Ukraine par la Russie, et affirmé que la France ne répondrait pas par le nucléaire. Depuis, les milieux politiques, scientifiques et militaires s'interrogent sur la portée de cette indication peu habituelle sur la posture nucléaire d'un État. Mais Guillaume, du coup, c'est quoi déjà la dissuasion nucléaire ? Ce serait plutôt à toi qui voudrais demander ça, c'est plutôt ton rayon, mais... Ouais, mais je trouve ça chouette que ce soit toi qui le fasse. J'ai bien travaillé aussi pour essayer de vous pondre quelque chose. Max, tu m'arrêtes si jamais je me trompe quelque part, c'est tout à fait possible, même si j'espère avoir bien travaillé. On fait donc remonter l'origine de la dissuasion nucléaire à Émile Zola en 1898. Vous me direz, c'est pas sans poser un petit souci d'anachronisme puisque l'arme nucléaire n'existait alors pas. Mais attendez la suite. Le dit Émile Zola, dans un feuilleton qui est intitulé Paris, expose « Et c'est ainsi que je fais à tous les peuples le cadeau terrible de la destruction de toute puissance, pour que tous les peuples, également armés de la foudre, désarment dans la terreur et l'inutilité de s'anéantir. » Il pose pour la première fois le principe d'une capacité de frappe en second, c'est-à-dire d'être capable de riposter à une attaque par une réponse encore plus violente et efficace, apte à stopper l'ennemi. L'idée est donc basée sur la peur du camp, ou des deux camps, ou d'un seul qui n'osera alors pas attaquer un camp doté de l'arme nucléaire, et sur la doctrine de la vulnérabilité mutuelle. Pour le dire plus simplement, la volonté est de convaincre n'importe quel adversaire que les coûts d'une attaque nucléaire excéderaient ses bénéfices. Non, les coûts de n'importe quelle attaque. Les coûts de n'importe quelle attaque en général excéderaient les bénéfices puisqu'il se prendrait un nuque sur la tronche. C'est ça. En gros. En gros, c'est ça, voilà. Et en France, c'est le général de Gaulle qui, dans les années 60, a doté le pays de l'arme nucléaire pour assurer à l'époque l'indépendance et la grandeur de la nation. Et alors, pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que de Gaulle a poussé à ça ? C'est parce que juste avant, il y avait eu la crise de Suez, où les Français s'étaient fait déculotter parce que les Américains avaient sonné la fin de la partie. Et donc, on s'était rendu compte qu'en gros, on n'était pas indépendant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé cette indépendance, considérant qu'on ne devait pas être dépendant d'une autre nation. Mais alors pourquoi les propos du président posent problème ? Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est on sait qu'elle existe. On sait que tel ou tel État dispose officiellement, comme la Chine, la France, les Royaumes-Unis ou les USA, ou officieusement comme Israël, l'Inde ou le Pakistan, de l'arme nucléaire. Mais on ne sait pas exactement dans quel contexte l'État en question l'utiliserait. C'est aussi ce qui permet de conserver un temps d'avance sur un adversaire potentiel et de limiter au maximum les risques qu'il attaque avec ou sans l'arme nucléaire. C'est le principe de l'ambiguïté. L'ambiguïté nucléaire qui, du coup, complique le calcul stratégique de l'ennemi. Absolument. Et l'Élysée répond quand on parle de cette affirmation du président Macron que 1. La dissuasion, c'est avant tout un sujet de souveraineté nationale. 2. Les circonstances sont un élément d'appréciation. Et puis, de toute façon, 3. Le président est le seul à pouvoir définir la doctrine française. Voilà, donc le président l'a dit, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Ouais, mais ça pose quand même un problème assez fondamental.
Ben, le problème, c'est que souvent, la doctrine est fondée, et c'est connu, ça a été notamment martelé par la Russie, sur la notion d'intérêts vitaux d'un pays qui justifierait l'emploi de l'arme nucléaire. En affirmant donc que l'Ukraine n'en fait pas partie, Emmanuel Macron, dans le fond, ne dit rien de nouveau, puisque personne n'imagine la France riposter nucléairement dans ce cas précis, mais ce qu'il dit est de trop, selon une source militaire citée par un article de France Info, car c'est une faille que ne manquera pas d'exploiter la Russie. Il s'agit bien d'une erreur de jugement pour un président pourtant d'habitude plutôt efficace en la matière. La France, par exemple, a notamment évité depuis le début de la guerre en Ukraine de détailler, comme le font d'autres pays, le contenu de ses envois d'aide et de soutien, notamment en armes, à l'Ukraine. Et surtout, il faut quand même voir que la tradition, c'est que chaque président fait un discours sur sa doctrine ou sa compréhension de la doctrine ou sa mise en application de la doctrine nucléaire française. Emmanuel Macron a déjà fait ce discours et on peut voir quand même que dans dans l'évolution des discours nucléaires des présidents de la République depuis De Gaulle, on a une sorte d'élargissement de la notion des intérêts vitaux de la France, qui au départ étaient purement nationaux et qui de plus en plus ont tendance à s'élargir vers l'ensemble de l'Union européenne. Donc là, en gros, oui, mais... Et donc là, là finalement, ben oui, parce que... Mais il rappelle en gros que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais il est dans son contexte. Donc effectivement, il n'y a pas de rupture par rapport à ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit avant, c'est qui pourrait croire qu'une attaque sur, je crois, c'était sur un pays balte, ne viendrait pas mettre en cause les intérêts vitaux de la France, puisqu'on est dans l'Union européenne. Mais c'est vrai que finalement, en disant quelque chose comme ça, il donne un peu un blanc-seing à Vladimir Poutine d'utiliser l'arme nucléaire en disant dans tous les cas, il n'y aura pas de riposte nucléaire. Certes, mais rappelons également que contrairement à ce que certains journalistes et experts ont affirmé, Emmanuel Macron n'a pas mis en danger l'ensemble de la stratégie nucléaire de l'Ouest, ou bien de l'OTAN, mais bien uniquement celle de la France. Il parlait bien au nom de la France, et d'ailleurs c'est assez clair dans ce que l'Élysée a rappelé. Chaque pays souverain détenteur de l'arme est responsable de sa propre doctrine et de ce qui en est connu ou pas. Exactement, et c'est pour ça qu'à l'OTAN, on dit qu'on a la dissuasion nucléaire de l'OTAN, qui est en fait celle des Américains, avec des pays membres de l'OTAN qui disposent en fait d'armes tactiques qu'ils mettent en œuvre sur le sol européen, et qu'en plus, il y a les dissuasions nucléaires indépendantes du Royaume-Uni et de la France. En conclusion, on est bien sur une présentation philosophique aujourd'hui avec thèse, antithèse, synthèse. La parole est d'argent et le silence est d'or, surtout en matière de sujets sensibles. Mais le président est dans son droit de déterminer ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être, tel Louis XIV dans son palais il y a 4. Magnifique. On avait commencé avec une référence qui était avant le nucléaire. C'est pas mal de terminer comme ça. Et on termine sur Louis XIV. Voilà, on aime bien aujourd'hui vous faire des choses un peu anachroniques. On espère en tout cas que ça a été... J'espère en tout cas que ce sera plus clair. Merci Max pour tes apports et tes précisions. Toi, tu vas nous parler données personnelles, échange de data, échange d'informations. On est toujours un peu dans James Bond, c'est la thématique. On est toujours, en tout cas, au niveau stratégique, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire un point sur l'échange des données personnelles entre les États-Unis et l'Union européenne. Oui, mais alors pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, pourquoi ici ? Et voilà, parce que Joe Biden, si vous ne le savez pas, a signé le 9 octobre un décret exécutif encadrant le transfert des données personnelles de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur le contexte, c'est un sujet problématique entre l'Union européenne et les États-Unis depuis 2015, quand la Cour de justice européenne a annulé un dispositif qui s'appelait le Safe Harbor, qui est un mécanisme juridique qui encadrait le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Alors pourquoi ? Parce que le Safe Harbor n'était pas jugé assez protecteur pour les données des Européens, alors que 2 ans plus tôt, le lanceur d'alerte Edward Snowden avait révélé l'ampleur de la surveillance de masse pratiquée par les États-Unis grâce aux outils numériques. Du coup, dans l'urgence, l'Union européenne et les États-Unis avaient conclu un nouvel accord, le Privacy Shield, le bouclier de données privées. Voilà. Voulu comme beaucoup plus sécurisant pour les Européens. Mais le même activiste qui avait fait condamner
en fait... C'est un Irlandais, non, un Allemand, je sais pas. Il s'appelle Max Schrems, a saisi à nouveau la CNIL irlandaise en demandant l'interruption des flux de données entre le siège européen de Facebook et sa maison mère en Californie. Bah oui, parce qu'en fait, toutes ces grandes entreprises américaines, eh ben, elles ont finalement des serveurs qui sont répartis un peu partout. Et tout ça, les données passent d'un serveur à l'autre pour avoir des copies, des recopies, et il n'y a pas de frontières. Alors, les Européens, ou la Cour a estimé que le compte n'y était pas avec ce nouvel accord, et donc en juillet 2020, elle a invalidé ce Privacy Shield en raison des risques que font peser les programmes de surveillance américains sur la protection des données des Européens. On n'oubliera pas qu'entre-temps, l'Union européenne avait adopté le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Redouté des associations et autres organisations, tous ceux qui envoient régulièrement des mails. On vous en parlera peut-être un jour. Alors, l'absence d'accord formel depuis 2020 remettait en cause finalement le cadre juridique légal des activités des entreprises, notamment des géants du web, Google, Facebook, Amazon, qui ont un modèle économique où ils transfèrent, ils analysent et ils utilisent des données des deux côtés de l'Atlantique. Et c'est absolument essentiel dans leur business. L'affaire avait déclenché des passions. Facebook, faute d'accord, avait menacé de renoncer à proposer son réseau social et Instagram en Europe. Lol. L'administration américaine avait exprimé à de nombreuses reprises son mécontentement. Pas étonnant quand on sait que le volume financier des échanges permanents de données entre les deux côtés de l'Atlantique est estimé à $1 trillion en termes de commerce et d'investissement chaque année. Alors en mars dernier, la présidente de la Commission avait annoncé qu'un nouveau cadre de protection des données personnelles avait été mis en place avec les États-Unis. On se rappellera d'ailleurs, et c'est ce qui avait été à l'époque critiqué puisqu'on n'avait aucun détail, c'est qu'en même temps, il y avait eu l'accord sur le gaz, l'achat de gaz de schiste aux États-Unis. Et donc il y avait un gros soupçon, finalement, est-ce qu'on n'a pas vendu le gaz contre les données ? On n'aurait jamais fait ça. Bon. Alors, du coup, le décret qu'a signé Joe Biden le 9 octobre, en fait, il donne des détails sur la manière dont les États-Unis comptent donner des assurances aux Européens pour permettre un cadre qui soit protecteur. Oui, non, mais concrètement, ça veut dire quoi, en fait ? En langage de tous les jours, en langage lambda. Alors, le décret, il installe une nouvelle cour d'examen de la protection des données, qui dépend du ministère de la Justice américain, qui peut être saisi par les citoyens européens qui pensent être injustement mis sous surveillance ou dont les données personnelles auraient été utilisées de manière impropre. La Cour sera en mesure d'ordonner la suppression des données ou d'une partie des données utilisées par les services américains. En pratique, les citoyens européens saisiront leur CNIL national et les plaintes seront examinées par un agent de protection des libertés civiles qui est au sein de la direction du renseignement américain. Alors la question, du coup, c'est de savoir si ce nouveau mécanisme américain répond vraiment aux critiques de la Cour de justice de l'Union européenne. Car fondamentalement, si ce dispositif est censé assurer que les activités de surveillance des services américains sur les données des Européens est nécessaire et proportionné, et poursuit donc un objectif légitime pour la sécurité nationale, contre-terrorisme, lutte contre les trafics, tout ça, le dispositif reste entièrement aux mains de l'appréciation américaine. Et comme il n'y a pas de règlement RGPD de l'autre côté de l'Atlantique, l'équilibre entre sécurité nationale et protection des données personnelles n'est pas exactement le même qu'en Europe. En plus, il faut quand même voir qu'on a un vrai problème de dépendance au sein de l'Union européenne, au service de cloud américain. Mais la France, tu m'arrêtes si je me trompe, mais essaye quand même, bon gré mal gré, tant bien que mal, avec OVH quand les serveurs crament pas, notamment de faire avancer cette indépendance du cloud et de la protection des données, et de faire en sorte que les données restent sur le territoire européen. Alors, on y reviendra peut-être dans un prochain épisode. Donc ça en fait des choses qu'on a à vous dire dans un prochain épisode. Mais c'est bien parce que ça nous donne des idées et c'est plutôt pas mal parce que parfois on est un peu à court. Alors il faut que tu le notes. Vas-y, attends, bouge pas. C'était quoi les deux trucs déjà ? C'était... Ça c'est le cloud européen.
Et après, désolé, excusez, on fait une aparté. RGPD. Et RGPD, très bien. Vous savez à quoi vous attendre pour les prochains épisodes. J'espère qu'on ne les a pas dégoûtés quand même. Sujet complexe quand même en 2 mots, parce qu'il y a eu un revirement de l'administration française avec l'idée au départ qu'on pouvait s'appuyer sur les logiciels et qu'à partir du moment où les données elles étaient basées en Europe, ça suffisait. Les acteurs européens et français du cloud, et il y en a, ont beaucoup pesté. Parce qu'en gros, si tu mets juste un serveur, mais que c'est toujours la suite de Google, la suite d'Amazon ou la suite de Microsoft, en gros, tu continues à tuer le marché européen, en fait. Et donc, il y a une certaine évolution, mais on y reviendra. C'est pas simple. Et puis surtout, il faudrait qu'il y ait, en fait, du côté des consommateurs, un vrai choix de solution européenne. Bon, affaire à suivre du coup, parce que la ratification de cet accord doit intervenir désormais du côté européen. Et l'activiste Max Schrems, donc celui qui était à l'origine de la décision de la Cour de justice Schrems 1 et Schrems 2, je confirme qu'il est autrichien, a déjà prévenu qu'il attaquerait de nouveau ce texte. Finalement, on a besoin de ces gens qui aussi sont vigilants et permettent aux simples citoyens, j'ai envie de dire, lui il est quand même plus qu'un simple citoyen dans la mesure où il est très engagé sur le sujet, mais on a besoin de ces gens-là pour mettre un peu le doigt là où ça fait mal et obliger l'Europe à agir en tant qu'Europe et pour les intérêts européens. Exactement. Alors, pour terminer cette intro, comme d'habitude, on fait un petit point Belgitude. Et Belgitude bien en lien avec notre sujet, notre thème du jour. Guillaume. Bond. James Bond. Pour rester dans le temps, retour sur une histoire digne de notre ami James, de l'agent 007, qui se passe à quelques encablures à peine de notre studio d'enregistrement, Poutine si tu nous écoutes, sur l'avenue de Frey à Uccle, au cœur d'un parc verdoyant, enfin rougeoyant parce que là c'est l'automne, où se nichent plusieurs bâtiments d'allure austère. Des bureaux, des appartements, des salles de classe ou des locaux techniques, tout est réuni pour proposer un village dans la ville. Bienvenue à l'ambassade de Russie à Bruxelles. Alors, Bruxelles ni d'espions. Le statut de capitale non officielle de l'Union européenne et la proximité du siège de l'OTAN renforcent cette possibilité et ça commence à se savoir, même si on commence à bien connaître le coût des attachés culturels. Ouais, on peut espérer quand même que tout le monde est déjà au courant quand même. Oui, surtout certaines personnes en particulier, mais on l'espère, mais on va y venir. Donc ceux qui ont regardé la série The Americans auront saisi de quoi on parle quand je parle des attachés culturels. C'est en tout cas la théorie du journaliste du journal des néerlandophones de Tate, Le Temps, dans l'émission de Wereld Vandaag, Le Monde aujourd'hui, qui rappelle que s'il y a de grosses paraboles et antennes sur le toit de l'ambassade, ça n'est probablement pas pour capter Russia Today, Disney+, ou la TV d'État russe. Il rappelle également que les services de renseignement belges savent finalement pas mal de choses sur les personnels de l'ambassade, puisque la sûreté d'État enquête sur chaque nouveau diplomate accrédité dans le pays. Et on imagine qu'ils font un focus particulier sur certains pays, la Russie, la Chine, probablement aussi les USA, mais bon, on n'en est pas sûr, et qu'il vaut mieux connaître les espions potentiels quand ils arrivent et puis une fois qu'ils sont sur le sol, que ce soit des espions économiques, énergétiques ou militaires, que de ne pas les connaître et du coup de devoir les découvrir au débeauté au moment où c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Les services de renseignement utilisent parfois le credo « mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître ». On sait on sait qu'une personne qui arrive sur le territoire belge accrédité en tant que diplomate de tel ou tel pays est un espion possible, donc on peut s'appliquer à le surveiller. La Belgique a par ailleurs expulsé en mars de cette année 2022 21 diplomates, dont une bonne partie de techniciens, qui travaillent à faire passer les informations en Russie. Manœuvre destinée à affaiblir les moyens de communication vers le pays. Malin les Belges. Alors, qu'est-ce qu'on a à partager pour notre vie de couple ? C'est l'automne ? C'est l'automne. On touche toujours pas terre. Nous, on a un peu du mal. On sait qu'on est un peu pas forcément toujours très doué pour garder le contact et vous appeler et appeler ceux qui nous sont proches. Et si on ne vous appelle pas assez, n'hésitez pas à nous mettre un petit message, on vous appellera plus. Mais voilà, c'est un peu tendu, on va dire, ce mois d'octobre. Pas mal de choses au niveau du boulot,
un petit peu de choses à côté aussi. On vous en a déjà parlé, on reprend notre rythme. Du coup, on touche pas trop terre, hein. Max, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a une certaine fatigue qui s'est installée depuis quelques semaines. Exactement. On a du coup, c'est un petit peu pas métro, vélo, boulot, dodo, peu d'activités extrascolaires. Et en plus, faut dire quand même que c'est l'automne, il fait froid, il pleut. C'est pas non plus les meilleures conditions pour le moral. Pour te dire, on a ressorti la lampe de luminothérapie. Voilà, il ment à moitié parce qu'elle est posée sur le sol, on l'a pas encore utilisée. Mais on a parlé de la sortir effectivement, cette lampe On l'a de ressorti du luminothérapie. carton. On l'a ressorti du carton. Et Mais c'est vrai que comme je fais plus de télétravail ces jours-ci, ces derniers temps, c'est plus difficile de faire la luminothérapie à la maison. Mais c'est aussi pour signaler que ce week-end, on est trop content parce qu'on passe un week-end à la maison et que c'est pas arrivé depuis quelques temps et qu'on apprécie bien de passer un week-end à la maison une fois de temps en temps. Je sais pas vous comment ça se passe chez vous, mais c'est vrai qu'on dans ce rythme post-Covid qui ressemble tout à fait au monde d'avant. On a parfois du mal à poser les choses et à se poser et à prendre du temps pour réfléchir. Aller à la salle de sport aussi. Ah oui, on fait toujours du sport tous les deux, hein. On n'a pas arrêté, faut pas croire, hein. On fait des efforts. Allez, hop, tous les deux sur le tapis de hamster. On vous décrit pas plus la scène que ça, hein, vous imaginez, hein. C'est des tapis de course, mais c'est sympa. Ouais, et puis, bon, quand même, on était ravis de passer un petit peu de temps avec notre groupe d'amis de l'université le week-end dernier. Ouais. On a été se balader en Champagne. On a failli tomber en rade parce que, bien sûr, trouver de l'essence dans le nord de la France, c'est quand même compliqué. Ouais, mais attends, ça... Trouver de l'essence à Valenciennes un vendredi soir. Non, un dimanche soir. Et Guillaume, il semblerait que, d'ailleurs, tu fasses un petit écho à notre épisode numéro 1. Bah oui, ça y est, je vous l'avais promis. Attends, c'était dans l'épisode numéro 1 que j'en ai parlé ? Ah oui, oh la vache. J'avais promis qu'à un moment donné, j'allais finir par regarder un des blockbusters qui parut sur HBO Max et sur Amazon Prime. Eh bien, j'ai enfin pu finir hier soir The Rings of Power, les anneaux de pouvoir, cette formidable série lancée par Amazon, comme on vous l'avait dit dans notre épisode 1, à grand renfort de moyens financiers et techniques. Et alors, je dois reconnaître que je suis assez bluffé parce que je suis parti du constat que Le Seigneur des Anneaux, les versions longues toutes mises bout à bout, ça fait 9 heures et des brouettes, 9h30 ou quelque chose comme ça. Et que là, on avait une série qui, en à peu près 8 heures et quelque chose, devait finalement apporter une sorte des informations suffisantes sans être ennuyeuse par rapport à ce qui se passait avant dans Le Seigneur des Anneaux. Et je ne vais pas dévoiler tous les spoilers, mais disons que c'est cette série qui se focalise en particulier sur la question du pouvoir des elfes. Je n'en dirai pas plus, mais est vraiment bien réalisée du point de vue du suspense, du point de vue de la tension qu'on a d'un bout à l'autre. Alors il y a des moments un peu plus longs, il y a des longueurs, mais comme dans Le Seigneur des Anneaux, on est dans une série fantastique, on est dans une série, on a un nombre d'effets spéciaux. Là, on parle d'une série qui est parue en 2022 avec les possibilités des effets spéciaux 2022. Mais quand on se souvient que les 3 films du Seigneur des Anneaux sont respectivement parus en 2001, 2002 et 2003, et que déjà à l'époque, les effets spéciaux qui sont utilisés dedans sont assez prodigieux, on se dit qu'on a quand même fait pas mal d'efforts pour être capable d'utiliser dans une série, alors on met aussi l'argent qu'il faut, mais des effets spéciaux absolument monstrueux qui permettent de se retrouver dans un univers mais complètement abracadabrantesque, avec plein de petites références au Seigneur des Anneaux dedans, sans être lourd. On n'est pas dans quelque chose de lourd, dans quelque chose qui suit vraiment un fil plutôt agréable. Et puis petit à petit, on apprend à mieux connaître les différents personnages qui sont impliqués dedans. Et puis, on a quelques informations, pareil, j'entrerai pas dans les détails, mais quelques informations sur des personnages qu'on retrouvera dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, ce n'est que la première saison. Comme je vous l'avais dit, Amazon a déjà annoncé qu'il y aurait au moins 1 ou 2 saisons derrière. C'est tout à fait cohérent par rapport à la
l'une des dernières scènes du dernier épisode. Pareil, je ne vous la spoilerai pas, mais je vous encourage à la regarder. Et encore une fois, c'est une série qui se regarde très bien. Alors, pas forcément en binge-watching. Moi, je pense que je me serais un peu ennuyé. Mais regarder 2 ou 3 épisodes à la fois, ou 2 épisodes, ou même un, petit à petit, et ça suffit pour se retrouver dans cette espèce de dynamique qui permet de suivre les choses et de retrouver avec un peu de non-sens quelques émotions. Moi, ce que j'ai vécu quand j'ai vu les 3 films du Seigneur des Anneaux, à peu près quand ils sont sortis, je me souviens pas exactement à l'époque, mais mon père est un fan du Seigneur des Anneaux, était en tout cas à l'époque un fan du Seigneur des Anneaux, et je pense qu'il avait... on avait dû la voir assez vite, cette série de films à la maison. Voilà, ça c'était mon petit apport Seigneur des Anneaux. Allez, pour faire une petite transition vers notre dernier sujet, il y a une petite anecdote qu'on n'a pas traitée, dont on ne vous a pas parlé. C'est pour moi ça. Allez, c'est parti Guillaume. Oui, c'est une anecdote, mais je me demande si on n'en a pas parlé ou pas. Je vous ai parlé de ma carte d'identité déjà ? Je suis pas sûr. Enfin bref, suite à un problème de carte d'identité cet été au moment de prendre un avion, où j'ai failli me retrouver en rade à l'aller et au retour, un avion pour la France, je précise, depuis la Belgique, mais c'est pas bien, je sais. J'ai décidé, comme ma carte d'identité, mon ancienne carte d'identité française, ancien format, ne rentrait pas dans le portefeuille et qui explique que j'avais dégagé cette carte avant de partir aux États-Unis un peu plus tôt dans l'été parce qu'elle m'encombrait et que je voulais pas prendre le risque de la perdre sur place, qu'elle tombe du portefeuille ou quoi que ce soit. J'ai donc décidé, comme cette dernière était dans ses derniers mois de validité, de la faire remplacer par une jolie carte d'identité nouveau format pour qu'elle tienne dans mon portefeuille et qu'elle n'en sorte plus et que je m'évite des sueurs froides au moment de prendre l'avion. C'est donc une transition parfaite pour un jingle. Et Max, tu vas nous parler de cette fameuse carte d'identité format carte de crédit. Française. Format carte de crédit. Alors oui, française parce que la Belgique utilise la carte d'identité format carte de crédit depuis pas mal de temps, beaucoup plus de temps. Alors d'abord, il faut quand même remercier à nouveau l'Union européenne parce que c'est grâce à une directive de l'Union européenne que désormais nous avons une carte au format carte de crédit comme l'ensemble des pays européens. Alors vous allez me dire, à quand une version dématérialisée de notre bonne vieille carte nationale d'identité ? Parce que on dématérialise bien sa carte SNCF, son passe Navigo, ou encore ses cartes bancaires. Et puis aux États-Unis, ils ont intégré la carte d'identité à Wallet. Alors sachez que les choses sont en train de bouger en France, et c'est là le lien avec ce dont on vient de parler. La première étape, c'était l'introduction d'une carte d'identité qui contienne une puce, parce que non seulement elle fait la taille d'une carte bancaire, mais en plus, il y a une puce. Vous voyez l'enjeu d'avoir vos données conservées en Europe et pas aux États-Unis. Alors, c'est une étape primordiale pour l'utilisation digitale, mais c'est aussi sa limite. Seuls les propriétaires de la nouvelle carte d'identité pourront avoir un usage 2.0. Alors du coup, ça veut dire quoi ? L'État est en train de travailler sur une application à mettre sur vos smartphones qui va s'appeler France Identité. Ouais, ils sont un peu... moi, ça, elle va pas sur mon... Je peux même pas m'inscrire à la bêta parce que mon smartphone, il est trop vieux. C'est le principe d'une bêta. Qui intégrera, donc France Identité intégrera les données de votre carte d'identité sur le smartphone. Alors après avoir associé votre carte d'identité grâce à la technologie NFC, donc sans contact, vous pourrez de manière sécurisée choisir quelles données vous aurez envie de divulguer et à qui. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on vous demande votre carte d'identité pour vérifier votre identité pour un colis, par exemple, vous partagez pêle-mêle votre date de naissance, votre numéro de carte nationale d'identité, votre adresse et tout ça, des données dont votre interlocuteur n'a pas vraiment besoin. Et puis pareil, quand vous devez justifier que vous avez bien 18 ans. Alors l'idée, c'est que grâce à France Identité, vous pourrez générer des PDF sécurisés avec seulement les données dont vous avez besoin. Du coup, fini les scans de carte d'identité qui traînent un peu partout, que vous envoyez à qui de là pour chaque dossier de location d'appartement, quand vous devez louer une voiture, ouvrir un compte bancaire. Désormais, un chèque, les Français cadeaux. Désormais, vous n'enverrez plus qu'un PDF sécurisé avec l'information demandée et non plus le scan de votre carte d'identité. Alors, outre l'augmentation de la sécurité et de la confiance, les usages devraient aussi se démultiplier à l'avenir pour des démarches officielles. Par exemple, pourquoi pas,
pour faire des procurations de vote en ligne sans avoir à se déplacer au commissariat pour attester de son identité. D'ailleurs, ici en Belgique, la carte d'identité a déjà une puce, comme l'a dit Guillaume. Elle est déjà utilisée partout pour se connecter au service officiel. Alors moi, à titre personnel, je suis vraiment content parce que quand on lit des situations horribles d'usurpation d'identité, avec des gens qui ouvrent des comptes en banque en votre nom et les conséquences dramatiques que ça peut avoir, eh ben, je serais vraiment rassuré que nos cartes d'identité ne circulent plus n'importe où, simplement parce qu'on nous la demande et qu'on n'a pas vraiment de moyens de contrôler ce qu'on donne exactement. Merci Max, et effectivement, on espère qu'on ne se retrouvera pas dans une situation d'usurpation d'identité où c'est compliqué, où même James Bond, je pense, aurait du mal à y retrouver ses petits. Et puis voilà, c'est déjà la fin de ce 4e épisode de la saison 4. Et si vous êtes arrivé au bout, bravo, et merci de nous avoir écoutés. On est très heureux, comme d'habitude, de vous compter parmi nos auditeurs. Et si cet épisode vous a plu, faites-le découvrir autour de vous, envoyez le lien, et puis n'hésitez pas à nous mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou votre logiciel de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous mettre un like ou un pouce bleu. Et puis surtout, partagez sur vos réseaux sociaux. Ce podcast est diffusé le lundi, tous les 15 jours, ou le dimanche pour les plus dimanche soir investis, le dimanche soir. Alors, oui, il ne faut pas déconner quand même. On prend un peu d'avance. Profite de nos week-ends à la maison, on profite de nos week-ends à la maison. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Plein de gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.